It's a day I'll never forget. Il y avait un mélange de grand silence et d'extrême agitation. J'avoue que pour la première fois de ma vie, j'ai posé ma caméra par terre. Deuxième explosion, courez, barrez-vous, barrez-vous. Le 13 novembre 2015, j'étais chez moi et il se trouve que j'habite à proximité du Carillon et du Petit Cambodge. Je suis arrivée devant le Carillon très rapidement, à un moment où les policiers commençaient à mettre les balises de sécurité et à créer une zone de sécurité. C'était assez traumatisant évidemment parce qu'il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de choses qui se passaient et en même temps mon cerveau aujourd'hui a un petit peu édulcoré les images que j'ai vues, probablement parce que c'était très violent. Et j'ai directement appelé la rédaction à ce moment-là en disant il se passe quelque chose de très grave, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des morts. Je suis arrivée il y a quelques instants face à ce café et restaurant qui s'appelle Le Carillon, qui se trouve à l'angle de la rue Boussa et de la rue Alibert. Et ce que je peux voir, c'est un balai de voitures de pompiers et de SAMU. J'ai pu voir également deux corps allongés, bâchés, donc ça veut dire 2 morts au moins. I arrived just after the attacks. There weren't many police forces at the time, and I'll never forget their faces. You could see the fear and the anguish, and there was a sense of uncertainty in the air. I ran into a friend outside a restaurant who told me, you know what, there's something very weird going on, come inside with us. I went inside, and after 5 minutes, the owner of the restaurant told the 20 or so customers to go and hide in the kitchens. He brought down the doors, closed everything. Moi, les images qui me restent de ce soir-là, c'est de l'immeuble du Carillon où les gens jetaient des draps blancs, ou des draps tout simplement pour couvrir les corps et les ambulances qui commençaient à arriver. Et puis quand j'ai commencé à recevoir des SMS et des textos d'amis qui me disaient il y a des otages au Bataclan, et là je me suis dit mais c'est un cauchemar. When I arrived, it was very much the beginning of what was going on. Obviously, the hostage situation was ongoing. There was a lot of police around the neighborhood. We didn't have a very clear picture of what was going on. And then, you know, a little bit later in the night, I mean, there was quite a lot of tension. It was very dark, I remember. We heard, you know, 2 very intense exchanges of fire. I'd say several dozen bullets, obviously being fired with machine guns. Inside the Bataclan, we could hear that ringing outside the building. And that's when we realized that basically an assault had been given by the police units that then managed to take control of the situation. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout. J'ai couvert des guerres et tout d'un coup ça arrive en bas de chez moi. C'est difficile de se situer. On n'est pas victime. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été blessés, on n'est pas victime. Mais on est quand même traumatisé, comme de très nombreuses personnes ont été traumatisées. For me, it was very special because I'm from that neighborhood. The places that got attacked were locals, places I'd go to maybe once a week with my friends. I felt personally involved with these attacks. Je me suis rendu devant l'hôpital Georges Pompidou et à partir de 5 h du matin. Et c'était un moment assez émotionnellement fort. Parce qu'il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient, des familles, des proches. Et j'avoue que pour la première fois de ma vie, j'ai posé ma caméra par terre. Et j'ai pas voulu mettre ma caméra sous leur nez. Il y avait un jeune homme qui, 25 ans, qui était en t-shirt, blanc, qui est sorti, il était à gare. Il a commencé à me parler de manière en balbutiant. Et je suis allé vers lui, il avait un besoin de parler. Je l'ai écouté. Sa sœur venait de mourir dans ses bras. Et je l'ai réconforté. J'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux à ce moment-là.
Le chef des services des urgences, qui a lui-même été médecin en Afghanistan, dit qu'il n'a pas vu, même en Afghanistan, ce genre de scène. Une infirmière également dit, cette nuit, eh bien, j'ai l'impression d'avoir vécu, d'avoir été dans une ville en guerre. En arrivant à l'hôpital Pompidou, j'ai été d'abord surpris par l'ampleur de la tâche. Beaucoup de victimes, des familles de victimes qui cherchaient leurs proches qui avaient été blessés. On ne savait pas dans quels hôpitaux ils étaient, mais j'ai également aussi découvert cette file d'attente d'une centaine de personnes qui sont venues spontanément donner leur sang. Et ça, le sentiment que j'ai ressenti à cet instant, c'est de me dire, cette solidarité nationale s'est exprimée tout de suite. On était le matin même des attentats, il y avait cette solidarité, presque cette résilience qui s'est mise en place à Paris. C'était aussi une manière, je pense, tous globalement et collectivement, de se dire on résiste, on ne se laissera pas faire face à des attaques terroristes et barbares à Paris. I remember in the wake of these attacks, there were really two reactions when it came to the French public. One part was very much on the streets, wanting to go to cafe terraces to show that they wanted to carry on living and they were not afraid. But then there was another very large group that was in a sense kind of traumatized. People were wondering what they should tell their kids, some of them asking themselves if they should actually send them to school. So it is something that really shook the French society to its core. For weeks and weeks and weeks, you had candles, you had pictures, you had messages on the Place de la République celebrating the memory in honor of those victims, saying we won't give in to terrorism, we won't give in to division. People every evening coming to get together, to try to share the pain, share the grief, and so I'd see them every day, morning, afternoon, evening, anytime I'd go home. And it was great to witness that. It was also difficult to disconnect from that news. Après, j'ai eu besoin de faire mon métier de manière intense. C'est-à-dire que je ne voulais pas lâcher les choses. Je trouvais que c'était trop important de témoigner, de raconter ce qui se passait, de donner la parole aux gens du quartier, de donner la parole aux familles. Voilà, je trouvais qu'on leur devait ça. Ces jeunes, pour la plupart, qui étaient juste en terrasse de café en train de s'amuser et qui ont été tués dans la plus grande barbarie. Donc moi, j'avais du mal à arrêter de travailler. Heavy police presence, people on edge, Effectivement, déploiement de force imposant ici. Faire preuve d'unité et de sang-froid. 10 ans après, ce que je retiens au-delà de l'attaque terroriste qu'on a tous vécu violemment dans notre chair, c'était l'après. Et l'après s'est organisé très vite. Moi, j'étais du côté des hôpitaux. Eh bien, j'ai vu les soignants qui soignaient les corps, mais aussi les âmes. Ça m'a permis justement, moi aussi, en tant que journaliste, de parler, d'extérioriser et surtout de me mettre au service des autres, de leur donner la possibilité de parler. J'ai trouvé ce moment d'humanité exceptionnel. Ça me paraît fou que ça fasse déjà 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Cette période des années 2015 et ces années qui ont suivi, pour moi, c'est une période où on a été frappé par de nombreux attentats en France, en Europe. Et j'en ai couvert énormément des attentats terroristes. J'ai rencontré énormément de familles endeuillées ou de personnes qui ont été blessées dans ces attaques. Et ce qui m'a vraiment renforcée dans l'une de mes pensées, c'est que jamais rien n'est acquis et qu'il faut qu'on chérisse ce qu'on a, qu'on chérisse nos libertés et qu'on continue à se battre pour les défendre.